musculation ou calisthénie, au final, laquelle est la meilleure? Le débat entre la salle de sport et la calisthénie n'est pas seulement une question de préférence personnelle, c'est un véritable dilemme pour ceux qui cherchent à transformer leur corps et leur santé. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons analyser 6 critères principaux: l'efficacité pour brûler les graisses, le développement de la force, l'accessibilité, l'impact sur le corps, le rapport coût-bénéfice et même l'aspect psychologique. Et surtout, nous allons démystifier certains mythes qui circulent dans ces deux univers. La première différence fondamentale entre eux réside dans l'approche. En salle de sport, on travaille généralement en isolant des groupes musculaires spécifiques, tandis qu'en calisthénie, les mouvements ont tendance à être plus complexes et intégrés, impliquant plusieurs articulations et groupes musculaires simultanément. Il existe également des philosophies différentes derrière chaque méthode. La salle de sport moderne est née de la culture du culturisme, axée principalement sur l'esthétique et l'hypertrophie. La calisthénie, en revanche, a des racines plus anciennes et plus holistiques, cherchant à développer non seulement les muscles, mais aussi des compétences telles que l'équilibre, la coordination et le contrôle corporel. Critère numéro 1, le développement de la force. Le développement de la force est un sujet qui provoque souvent des débats passionnés entre les défenseurs des deux méthodes. Analysons cela en profondeur. En salle, le principe de base pour gagner en force est simple: on peut ajouter progressivement plus de poids à la barre ou à la machine. C'est une méthode de progression linéaire et mesurable qui fonctionne extrêmement bien, surtout pour les débutants et les intermédiaires. Si le mois dernier tu soulevais 20 kg de chaque côté au développé couché, et que ce mois-ci tu arrives à soulever 22 kg et demi sans difficulté, objectivement tu es devenu plus fort. La calisthénie suit une voie différente. Comme le poids du corps reste relativement constant, la progression se fait principalement par la manipulation des leviers et la transition vers des variations plus difficiles du même exercice. Par exemple, on passe des pompes classiques aux pompes avec claquement de main, aux pompes archées, puis aux pompes à une main, et ainsi de suite. Pour certains groupes musculaires, en particulier les jambes, la salle offre un avantage évident. Il est beaucoup plus facile de surcharger progressivement ses jambes avec un squat libre qu'avec le seul poids du corps. Même un squat sur une jambe, l'un des exercices de calisthénie les plus avancés pour les jambes, n'approche pas la charge qu'un athlète intermédiaire peut soulever avec une barre. Cependant, pour le haut du corps, la calisthénie peut développer des niveaux de force extraordinaires. Des mouvements comme les muscles UPS, la planche, le front levé ou les pompes en poirier exigent une combinaison de force brute, de stabilité et de contrôle corporel que de nombreux adeptes de musculation n'arrivent pas à exécuter. Un aspect intéressant est la nature de la force développée. La salle tend à développer davantage la force absolue, la capacité à déplacer de lourdes charges externes. La calisthénie, elle, développe une force relative impressionnante, la capacité à contrôler son propre corps dans l'espace. Un athlète avancé en calisthénie ne soulèvera peut-être pas autant de poids au développé couché, mais il pourra exécuter des mouvements impossibles pour un haltérophile classique. Des études montrent que, pour les débutants, les deux méthodes sont également efficaces pour gagner en force au cours des 6 à 12 premiers mois d'entraînement. La différence se manifeste plus tard, lorsque les pratiquants de musculation continuent de progresser linéairement en force maximale, tandis que les athlètes de calisthénie développent une force sur des schémas de mouvements plus complexes. Critère numéro 2, hypertrophie et esthétique corporelle. Lorsqu'il s'agit de construction musculaire et d'esthétique, beaucoup pensent que la salle est la voie évidente. Mais la calisthénie est-elle vraiment en retard dans ce domaine? Pour le comprendre, revenons aux principes fondamentaux de l'hypertrophie, tension mécanique, dommages musculaires et stress métabolique. La salle comme la calisthénie peuvent produire ces stimuli, mais de manière différente. En salle, il est relativement facile d'appliquer le principe de surcharge progressive à tous les groupes musculaires. Tu veux des deltoïdes plus gros? Il suffit d'augmenter progressivement la charge au développé militaire. Tu veux des jambes plus grandes? Augmente le poids sur la presse ou au squat. En calisthénie, la surcharge pour certains groupes musculaires est plus difficile à appliquer. Comme mentionné plus tôt, il est difficile d'obtenir la même intensité de stimulation pour les jambes sans poids supplémentaire. C'est pourquoi beaucoup d'athlètes pratiquant uniquement la calisthénie ont un développement des membres inférieurs moins marqué que celui du tronc. Cependant,
Pense aux gymnastes olympiques, ils s'entraînent presque exclusivement au poids du corps et développent des physiques extraordinaires, surtout au niveau du haut du corps. Un point intéressant est le type d'esthétique produit par chaque méthode. La salle permet un travail très spécifique et isolé, idéal pour corriger des déséquilibres ou se concentrer sur des zones particulières. La calisthénie, elle, tend à développer un physique plus équilibré et fonctionnel, mettant l'accent sur une bonne proportion entre force et masse musculaire. La densité musculaire est un autre facteur pertinent. Les pratiquants avancés de calisthénie développent souvent des muscles très denses et définis, résultat du contrôle permanent de la tension musculaire exigée par les mouvements. En revanche, la salle permet un volume d'entraînement plus important pour des groupes musculaires spécifiques, ce qui peut entraîner une croissance absolue plus élevée. Un mythe courant affirme qu'on ne peut pas devenir massif avec la calisthénie. C'est tout simplement faux. Ce qui se passe, c'est que la calisthénie impose certaines limites naturelles. Si ton poids augmente trop, certains mouvements deviennent extrêmement difficiles, créant une sorte d'autorégulation naturelle de la taille corporelle. En salle, cette limite naturelle est beaucoup plus élevée. Pour les débutants et les personnes en surpoids, la calisthénie peut sembler moins efficace pour l'hypertrophie au départ, car les exercices de base sont souvent très exigeants. La salle offre l'avantage de pouvoir commencer avec des charges très légères et une progression plus contrôlée. Critère numéro 3, différence dans l'impact sur le corps et les articulations. L'impact sur les articulations et les systèmes corporels est un aspect crucial, surtout pour ceux qui ont des préoccupations de santé à long terme ou des limitations physiques. En musculation traditionnelle, surtout avec des poids libres, on travaille souvent avec des charges importantes qui imposent un grand stress aux articulations. Un squat à 150 kg, par exemple, exerce une forte pression sur la colonne, les hanches et les genoux. Exécuté avec une technique parfaite, cela peut renforcer ces structures. Mais mal exécuté, cela peut mener à des blessures. Les machines de musculation ont été conçues en partie pour réduire ce risque, en guidant le mouvement sur des trajectoires fixes. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. Cela réduit les erreurs de mouvement, mais impose des schémas qui ne conviennent pas toujours à l'anatomie de chacun. La calisthénie, quant à elle, fonctionne différemment. Comme on travaille principalement avec son propre poids, les charges absolues sont plus faibles. Cependant, les leviers et positions avancées peuvent imposer un stress important sur certaines articulations, notamment les poignets, les coudes et les épaules. Un aspect souvent négligé est le développement de la proprioception, la conscience de la position du corps dans l'espace. La calisthénie tend à développer une proprioception supérieure, car le corps doit constamment s'ajuster pour maintenir l'équilibre et le contrôle dans diverses positions. Cela peut se traduire par un risque réduit de blessures dans les activités quotidiennes. La mobilité articulaire est un autre point important. Les mouvements à amplitude complète, fréquents en calisthénie, favorisent et maintiennent une bonne mobilité articulaire. En salle, il est possible et malheureusement courant de travailler sur des amplitudes limitées, ce qui peut, avec le temps, réduire la mobilité. Concernant l'impact cardiovasculaire, les deux méthodes peuvent être adaptées pour offrir un entraînement à faible ou à haute intensité. Un avantage de la calisthénie est la facilité d'intégrer des mouvements pliométriques, comme les sauts ou les transitions rapides, ce qui augmente naturellement la demande cardiovasculaire. Un point intéressant concerne les tissus conjonctifs comme les tendons et les ligaments. L'entraînement de force progressif, qu'il soit en salle ou en calisthénie, renforce ces structures au fil du temps. Cependant, les mouvements isométriques fréquents en calisthénie avancée semblent particulièrement efficaces pour renforcer les tendons, réduisant potentiellement le risque de blessure. Pour les personnes âgées ou celles qui reviennent de blessures, la salle de sport peut offrir une progression de charge plus graduelle. Avant de continuer avec le 4e critère, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Avoir un accès constant à des informations correctes et basées sur la science est ce qui te permettra de progresser sainement sur le long terme dans le monde du culturisme. Critère numéro 4, combustion calorique et perte de poids. Lorsqu'il s'agit de brûler des calories, beaucoup de gens supposent automatiquement que la salle de sport a l'avantage à cause des tapis roulants, elliptiques et autres équipements cardiovasculaires. Mais en réalité, la dépense calorique dépend bien plus de l'intensité de l'exercice et du temps pendant lequel tu maintiens ton corps en mouvement que du type d'entraînement choisi. Un entraînement utilisant uniquement des exercices de calisthénie peut brûler autant, voire plus,
de calories qu'une heure de tapis roulant à rythme modéré. Une séance intense de calisthénie avec des exercices comme les burpees, les mountain climbers et les squats sautés peut brûler entre 600 et 900 calories par heure pour une personne de 70 kg. Un entraînement de musculation traditionnel à la salle, avec des périodes de repos entre les séries, brûle généralement entre 300 et 500 calories sur la même durée. Ce que beaucoup ne considèrent pas, c'est l'effet EPOC, excess post-exercice oxygène-consumption, défini comme la quantité de calories que ton corps continue à brûler après la fin de l'exercice. Les entraînements à haute intensité, qu'ils soient faits en calisthénie ou en salle, produisent un EPOC plus significatif. La calisthénie offre un avantage intéressant pour ceux qui cherchent à perdre du poids, la facilité à structurer des circuits sans temps d'attente pour les machines. Imagine-toi faire un circuit de pompe, squat, mountain climbé et abdominaux sans pause. Ton cœur va forcément s'emballer et la dépense calorique sera intense. D'un autre côté, la salle de sport dispose d'équipements permettant de travailler avec des charges très lourdes, ce qui peut augmenter considérablement la dépense calorique pendant l'exercice et stimuler davantage le métabolisme dans les heures suivantes grâce à la construction musculaire. Un aspect souvent négligé est la constance. Le meilleur entraînement pour brûler des calories est celui que tu peux maintenir régulièrement. Si tu détestes les salles bondées mais que tu aimes t'entraîner en plein air, la calisthénie te conviendra probablement mieux, ce qui favorisera ton assiduité et donc de meilleurs résultats à long terme. Pour maximiser la perte de poids, les deux méthodes doivent être combinées à une alimentation équilibrée. Ni la meilleure salle de sport ni l'entraînement de calisthénie le plus intense ne pourront compenser une mauvaise alimentation. Critère numéro 5, accessibilité et rapport coût-bénéfice. Lorsqu'on parle d'accessibilité et de coût-bénéfice, les différences entre la salle de sport et la calisthénie deviennent très claires. En plus du coût des abonnements, fréquenter une salle implique des frais indirects, déplacements, temps de trajet et parfois stationnement. Pour beaucoup, cette dépense mensuelle peut devenir une charge financière importante sur le long terme. La calisthénie, au contraire, peut être pratiquée avec un investissement minimal. Dans sa forme la plus simple, tu n'as besoin que de ton propre corps et d'un peu d'espace pour bouger. Pour aller plus loin, un petit investissement unique dans une barre de traction, des bandes élastiques et des anneaux de gymnastique peut créer une salle d'entraînement complète à la maison pour moins que le coût de 6 mois d'abonnement. De nombreuses villes offrent aussi des parcs équipés pour la calisthénie, rendant la pratique accessible même sans matériel personnel. Cela démocratise l'accès à une activité physique de qualité. Le facteur temps est également important. Aller à la salle nécessite un déplacement, ce qui peut ajouter 1 heure ou plus au temps d'entraînement. La calisthénie, pratiquée à la maison ou dans un parc proche, élimine ou réduit drastiquement ce temps perdu. La flexibilité des horaires penche aussi en faveur de la calisthénie. Alors que beaucoup de salles ont des horaires fixes, s'entraîner chez soi ou dehors permet de le faire à tout moment, s'adaptant mieux au rythme de vie irrégulier. En revanche, la salle de sport offre un environnement contrôlé, pas de soucis de pluie, de froid ou de chaleur extrême. De plus, la variété des équipements permet d'adapter les exercices pour les personnes ayant des limitations physiques, rendant la salle plus accessible pour certains publics. La courbe d'apprentissage est un autre point clé. La salle de sport propose souvent un encadrement professionnel inclus dans l'abonnement, ce qui facilite les débuts pour les novices. En calisthénie, l'apprentissage autodidacte demande plus de recherche et de temps pour maîtriser la bonne technique, sauf si tu investis dans un coach spécialisé. Critère numéro 6, aspect psychologique et motivationnel. Le facteur psychologique est peut-être l'un des plus sous-estimés dans cette comparaison, mais souvent c'est lui qui détermine la constance et les résultats à long terme. La salle de sport offre un environnement social qui peut être à la fois motivant ou intimidant, selon la personnalité. Pour beaucoup, l'énergie collective des gens qui s'entraînent ensemble crée une impulsion motivante précieuse. Il y a aussi l'effet d'engagement, tu as payé l'abonnement, donc tu te sens obligé d'y aller pour ne pas gaspiller ton argent. La structure de la salle fournit également de la clarté, il y a des machines spécifiques pour chaque objectif, souvent avec des instructions visuelles et du personnel disponible pour t'aider. Cette clarté réduit la surcharge mentale et facilite la régularité. La calisthénie, en revanche, favorise une relation différente à l'entraînement. Comme elle n'est pas liée à un lieu ni à un horaire fixe, elle encourage l'autonomie et la responsabilité personnelle.
Tu apprends à t'entraîner non pas parce que tu dois aller à la salle, mais parce que tu as développé une motivation interne. Il existe aussi un aspect d'apprentissage de compétences en calisthénie qui crée une motivation unique. Réussir ton premier muscle-up ou ton premier équilibre sur les mains procure une satisfaction bien plus profonde que de simples chiffres sur une balance. Ce type d'objectif concret maintient l'enthousiasme sur le long terme. La connexion avec la nature est un autre avantage psychologique de la calisthénie en plein air. Des études montrent que s'exercer dans des environnements naturels réduit les niveaux de cortisol et augmente le bien-être général comparé aux espaces fermés. S'entraîner dans un parc, sous le soleil du matin, procure des bénéfices mentaux qu'aucune salle fluorescente ne peut reproduire. Pour certaines personnes, surtout les débutants ou ceux qui ont une faible estime corporelle, la salle de sport peut provoquer de l'anxiété sociale, la peur d'être jugé ou observé pendant l'entraînement. La calisthénie à la maison élimine complètement cette pression, créant un espace sûr pour construire sa confiance avant de s'exposer à un environnement public. Alors, laquelle choisir? Après toute cette analyse, une chose est claire, il n'existe pas de réponse unique à la question salle de sport ou calisthénie. La meilleure option dépend de ton contexte, de tes objectifs, de tes préférences et de ton niveau actuel de condition physique. Pour ceux qui recherchent avant tout la perte de poids et le conditionnement général, la calisthénie présente de grands avantages grâce à la facilité d'exécuter des circuits intenses sans attendre les machines. La possibilité de s'entraîner n'importe où élimine aussi les excuses pour rater une séance. Si ton objectif principal est la force maximale absolue, notamment pour des mouvements comme le développé couché, le squat ou le soulevé de terre, la salle de sport reste la voie la plus directe. Les charges progressives et mesurables permettent des avancées constantes. La calisthénie peut servir de complément précieux pour améliorer la stabilité centrale et le contrôle moteur. En termes d'hypertrophie et d'esthétique, une approche hybride donne généralement les meilleurs résultats. La salle permet de cibler et de surcharger des muscles précis, tandis que la calisthénie développe la densité musculaire et l'harmonie du corps. Pour les débutants cherchant à développer leur masse musculaire, il est souvent plus simple de commencer par la salle puis d'intégrer progressivement des éléments de calisthénie. Pour les personnes âgées ou souffrant de limitations médicales, le choix dépend des contraintes individuelles. La salle offre des équipements réglables pour travailler dans des amplitudes sûres, tandis qu'une calisthénie bien adaptée peut améliorer considérablement l'équilibre et la coordination des éléments essentiels pour prévenir les chutes et conserver l'autonomie avec l'âge. Pour améliorer la posture et réduire les douleurs chroniques, la calisthénie présente souvent des avantages grâce à ses mouvements complets et à l'activation des muscles stabilisateurs. Cependant, la salle permet aussi un travail isolé utile pour renforcer des zones spécifiques. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux découvrir des postures isométriques capables de transformer ton corps tout en pouvant être faites à la maison, regarde la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Ne la manque pas. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et que Dieu te bénisse, mon ami.